Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de montagnes. Montagnes que j'ai définies comme des colosses au cœur tendre. Et normalement, c'est un titre qui doit vous interpeller, hein, puisque de tout temps, les montagnes ont plutôt suscité soit la crainte, soit la curiosité. Et on les perçoit comme des objets qui résistent fièrement aux épreuves du temps, qui sont peut-être aussi un peu les lieux des forces occultes, où vont se réfugier les dieux, plus proches du soleil. Mais si on y regarde de plus près, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ou plutôt plus à l'intérieur, on va se rendre compte que finalement, elles ne sont pas si dures que ça, et qu'on peut y trouver un cœur tendre. Et on va passer pour cela d'abord on va faire un rapide aperçu historique, en passant des pionniers, comme ici De Saussure, qui avait commandité une ascension au sommet des Alpes, hein, et c'est pas si vieux que ça, c'est quelques années avant la Révolution française, et donc qui a été emmené par le guide Balma au sommet des Alpes. Et De Saussure a été un géologue avec un marteau, une boussole, des appareils de mesure de la pression, de tout un tas de choses. Et il a aussi fait des observations et ramené des échantillons. Il a en particulier identifié que le calcaire était plissé, calcaire dans lequel on trouve des coquilles marines, hein, qui avaient depuis longtemps posé question et suscité le débat. Et ici, donc, Buffon, qui à peu près à la même époque, raillait Voltaire, qui en fait attribuait ces coquilles à des pèlerins qui les auraient négligemment abandonnées après avoir un peu ripaillé. Et donc Buffon se moque un petit peu de lui. Donc on va passer donc, avec toujours des pionniers, avec un siècle plus tard, les coupes d'Argan, Émile Argan, dans les Alpes, donc où, grâce à la géométrie particulière des Alpes, à partir de laquelle on peut reconstruire la structure en 3 dimensions de cette chaîne de montagnes, il propose une reconstruction géométrique, puis ensuite dans le temps, avec, depuis la pénéplaine varisque, la formation de nappes dans la zone interne de la chaîne alpine, jusqu'à la structure actuelle, et ces nappes traduisant des mouvements verticaux et horizontaux considérables qu'il intégrerait bien dans une terre qui se contracte, comme ce qui a été proposé par Buffon. Bon, rapidement, donc, ça a donné lieu à des expérimentations de modélisation analogique, avec ici un peu de sable et d'argile sous une presse, pour reproduire ces structures en relation avec des raccourcissements et des déplacements horizontaux, avec ici la satisfaction du travail bien accompli. Et donc ce qu'on retient de ça, c'est que les montagnes se soulèvent en réponse à la déformation des continents, et donc à des grands déplacements horizontaux. Et on va aller jusqu'à la tectonique du Camembert. J'ai amené un exemplaire ici. D'ailleurs, je peux peut-être tout de suite le couper pour voir ce que ça donne. Ça embaume un peu. Et donc tout ça, bon, je vous laisse réfléchir un petit peu au concept qu'il peut y avoir dessous et en quoi ça peut avoir une relation avec les chaînes de montagne. A priori, donc à 16 heures, proche de la pause de midi, vous ne devez pas forcément voir la relation. C'est bon ? Donc ça, c'est le temps du pédagogue pour laisser le concept mûrir. Et le message ici, c'est que la croûte ramollie flue sous l'effet de la gravité. Et donc on va voir comment on va pouvoir intégrer du camembert dans le cœur des chaînes de montagne. Et pour cela, on va intégrer notre réflexion dans l'historique aussi de la mobilité des continents, depuis la dérive des continents, identifié par Wegener en 1912, avec des déplacements de la croûte continentale, appelée à l'époque le Sial, par rapport au Sima qui correspondait aux océans. Et on va aller de la dérive des continents jusqu'à la tectonique des plaques, qui, elle, donc a identifié que l'objet qui se déplaçait n'était pas la croûte continentale, mais la lithosphère qui comprend la croûte et la partie supérieure du manteau supérieur, et qui est essentiellement une théorie qui a été développée par l'analyse des océans, les dorsales océaniques, et les zones de subduction avec les fosses océaniques, et qui stipule que la lithosphère croûte plus manteau lithosphérique est subdivisée en une douzaine de plaques qui se déplacent par rapport à la sténosphère, avec des zones de divergence et des zones de convergence. Par contre, ce qui est intéressant, là, c'est un papier ici, c'est tiré de papier de Isaacs, 68. Vous voyez qu'ici, il y a une zone, ici, Complex Series of Arc-like Zones, qui correspond en fait à la chaîne alpine, en gros,
hein, et qu'on a du mal à intégrer dans la théorie de la tectonique des plaques. Et bon, à l'époque, bon, les géophysiciens qui ont développé ces théories s'en sont pas trop occupés. À tel point que, bon, à l'époque, on a vraiment considéré qu'il y avait une dichotomie entre subduction, qui correspondait à la période de convergence d'une plaque par rapport à l'autre, qui est accommodée par la subduction, qui est une plaque qui passe sous l'autre, jusqu'à la collision. Et la collision, ça serait la fin de la subduction. Parce que la croûte continentale n'est pas assez dense pour subducter et suivre le manteau lithosphérique en profondeur. Et donc, les zones de collision sont les zones de chaîne de montagne et sont la fin de la tectonique des plaques, la fin du cycle. Alors, les géologues se sont rapidement emparés de ces concepts et ont essayé d'identifier dans les chaînes de collision, Alpes-Himalaya par exemple, les marqueurs géologiques de cette histoire, avec d'abord la formation de chevauchement, des sédiments déposés dans des bassins océaniques plutôt des types turbidites, qui sont suivis par la formation de relief avec des dépôts plutôt continentaux, des molasses, et puis donc des marqueurs que sont les sutures océaniques que sont les ophiolites, et surtout du métamorphisme de haute pression basse température que sont les schistes bleus. Alors avec un X, c'est pas très joli. Bon. Tant pis. Et des éclogites. Alors dans les chaînes de subduction, que sont les cordillères péripacifiques, on trouve en partie les mêmes marqueurs, des ophiolites, des schistes bleus, encore une fois, bravo. Ouais. Mais on trouve en plus une ceinture métamorphique de haute température qui est associée à du magmatisme et donc à l'arrière de la zone de subduction. Et donc le paradigme actuel qui découle de ces travaux, c'est que la formation des chaînes de montagne résulte de la collision des continents avec un petit peu d'apport de magma le long des zones de convergence de plaques. Et on distingue des zones de convergence océan-océan avec la formation d'arcs magmatiques, des zones de convergence océan-continent, c'est la formation des arcs sur marge continentale, les Andes par exemple, et les chaînes de collision qui marquent la fin du cycle. Alors la déformation des continents dans ce cadre est perçue comme, ici l'exemple de l'Inde, comme des coups de poing de l'Inde ici dans l'Asie, qui va se traduire par des extrusions latérales de blocs continentaux le long de grandes zones de cisaillement qui délimitent des blocs relativement rigides. Et ça a été particulièrement spectaculairement modélisé par des blocs de silicone qui sont déformés sous l'action d'un poinçon ici rigide en plomb. Alors il y a un petit peu... Bon, moi c'est ce genre de résultats, quand j'étais étudiant, quand j'ai vu ça, j'avais eu tout de suite envie de faire la tectonique, de la géodynamique. Bon, après, il a fallu regarder un petit peu plus près. Ici, il y a des boulons. Vous voyez ? Alors, ils ont mis une plaque de plexiglas au-dessus de la pâte à modeler, ici. Et en gros, pourquoi ? Sans doute que je n'avais pas dû mettre ça au départ. Hein, et au départ, avant d'avoir mis la plaque de plexiglas, sans doute que la pâte à modeler a dû aller vers le haut. Et comme ce n'était pas tout à fait le résultat qu'ils avaient envisagé, ils ont essayé de trouver un moyen de prendre en compte la gravité, mais alors de façon extrême, hein, en mettant une plaque de plexiglas qui empêchait la matière d'aller vers le haut. Donc on va voir que c'est quelque chose quand même qui a une importance, hein, et qu'on va revoir tout à l'heure. Alors dans ce cadre-là, le paradigme actuel, c'est que après avoir été formées, les montagnes subissent les effets de l'érosion, et les montagnes jeunes sont caractérisées par des pics élevés et des vallées profondes entaillées par des cours d'eau et des glaciers. Et l'érosion aboutit à la formation d'une pénéplaine, comme ici l'exemple du socle précambrien de Madagascar. Et au cours de cette érosion, la partie profonde des chaînes de montagne va se retrouver exhumée en relation avec un rebond isostatique, la chaîne de montagne étant associée à une racine peu dense en profondeur qui remonte progressivement au fur et à mesure que l'érosion décape le matériel à la surface. Et donc le cycle orogénique, il est marqué par ces différentes étapes. D'abord un rift continental, donc ça c'est la période de divergence qui va se poursuivre par l'ouverture d'une dorsale océanique, puis le système s'inverse, la subduction qui referme l'océan jusqu'à la collision. Et donc si on est tous d'accord, on peut aller manger. Alors
Alors c'est peut-être un petit peu tôt, et vous vous doutez que je vais vous raconter une histoire un petit peu différente, alors qui s'intègre dans ce cadre, mais qui apporte des ajustements, en particulier avec des différentes découvertes importantes, bon, qui commencent un petit peu à dater. Hein. Là, j'ai mis résultats récents. Bon, vous aurez compris, c'est par rapport à ma propre histoire, hein, c'est-à-dire c'est les 20 dernières années. Et d'abord, donc, alors tant qu'on avait une coupe des Alpes qui ressemblait à celle-ci, avec des roches qui sont aujourd'hui à la surface, qui ont été jusqu'à à peu près 40-50 km de profondeur, c'est-à-dire à peu près ici, puis ensuite qui sont exhumées, l'érosion peut faire le travail, et surtout on peut concevoir ça ici en relation avec une sorte de rabot, un butoir, comme on appelle ça les techniciens, qui viendrait retenir les unités qui sont enfouies le long du plan de subduction. Alors néanmoins, c'est à nuancer parce que, donc, il y a déjà une trentaine d'années, quasiment, hein, oui, une trentaine d'années, ont été découvertes des roches de ultra haute pression, donc plus élevées, avec des pressions qui se correspondent à des profondeurs plus élevées que 50 km, qui correspond ici à la taille de la racine de la chaîne de montagne, et qui impliquent des enfouissements ou des pressions de l'ordre qui correspondraient, des enfouissements, alors plutôt d'une centaine, voire plus de kilomètres, donc qui viendraient amener les roches jusqu'à ici. Et ensuite, il faudrait qu'elles soient exhumées et fassent le chemin inverse. Et là, bon, ça veut dire qu'elles sont passées sous le rabot, puis ensuite qu'elles repassent par-dessus. Ça, c'est un petit peu compliqué. Et donc, ça a animé la communauté pendant une vingtaine d'années. Et puis, voilà, une solution a été proposée par cette équipe, avec ici une modélisation analogique, hein, qui est reproduite ici, avec un manteau lithosphérique en verre qui emporterait de façon forcée, mécaniquement forcée, une croûte continentale en profondeur, jusqu'à ce que les forces de flottabilité liées à la faible densité de la croûte continentale prennent le pas et découplent la croûte continentale par rapport au manteau lithosphérique qui continue son chemin vers le bas. Et la croûte continentale viendrait être exhumée du fait de sa propre flottabilité. Alors ça traduit donc ce processus. Je ne peux pas en venir en arrière, si. Donc un enfouissement et une exhumation selon un gradient géothermique faible. Autrement dit, il faut que ça soit suffisamment rapide, l'enfouissement et l'exhumation, pour que les roches n'aient pas le temps de se réchauffer en profondeur. Alors à l'inverse, dans des vieilles chaînes de montagne, mais on va se rendre compte que c'est aussi vrai pour des chaînes plus récentes, on trouve à la surface plein de roches que j'ai ici mises en rose, qui correspondent à des granites et des migmatites représentés ici, qui correspondent à des mélanges liquides solides. Au moment où elles étaient en profondeur, le liquide étant représenté par toutes ces zones blanches qui correspondent à des veines granitiques. Et donc ça nécessite plutôt que les roches aient passé leur solidus, donc elles ont subi une fusion partielle, et donc la genèse de roches de haute température, donc un gradient géothermique relativement élevé. Et donc ces migmatites et granites, bon alors déjà, il y a peu pendant toute une période, on a fait comme si elles n'existaient pas. Là, on voit ici les coupes où on représente ces migmatites et granites par des lames de socle qui ne prennent pas en compte le fait que ça soit des roches de haute température, et avec quelques granites. Mais surtout, on va se rendre compte que pour ramener ces roches à la surface aujourd'hui, il faut enlever à peu près 20 km, ça correspond à peu près à la hauteur de ce rectangle, sur la largeur ici correspondante, 20 km de croûte, pour ramener ces roches à la surface et ramener la base de la croûte qui était ici à peu près à 50 km de profondeur à sa profondeur actuelle qui est de 30 km. Et donc si on veut, il faut trouver ensuite cette matière, où est-ce qu'elle est passée. Et le premier effet, c'est d'essayer de chercher les bassins sédimentaires. Alors, je les ai représentés de façon très schématique ici. C'est des petits triangles ici du Stéphanien, de la fin du Carbonifère. Et vous voyez que vous aurez beaucoup de mal à mettre l'ensemble de cette surface en rose dans ces petits bassins sédimentaires en gris. Donc de toute évidence, l'érosion n'est pas le principal mécanisme d'exhumation ici, à la fin de l'histoire d'une chaîne de montagne. Donc il va falloir trouver autre chose. La Pénéplaine Varisque étant relativement précoce, puisqu'elle est toujours à la surface aujourd'hui. Hein, les bassins stéphaniens, donc, qui représentent la surface il y a 280 10 millions d'années, sont toujours à la surface aujourd'hui, donc ça n'a pas été érodé. Et l'érosion, de toute façon, est insuffisante pour intégrer l'ensemble de cette exhumation. Maintenant, si on va sur le bord de l'Amérique du Nord, ici, on a ici la Sierra Nevada et la Californie, on a une région qui était une chaîne de montagne il y a quelques dizaines de millions d'années et qui maintenant est une région pleine de ridules, ici, le Basin and Range, qui sont autant de horst et graben, de petites zones en effondrement,
qui ont affecté cette croûte continentale préalablement épaissie. Et donc la proposition qui a été faite, c'est que pour expliquer cette structure qui requiert une extension de plus de 50% de la croûte continentale, et donc qui permet de dire que cette croûte était préalablement plutôt de l'ordre de 50 km que de 25 km, avant amincissement, ben la force qui a été invoquée, c'est la force gravitaire, qui est liée à la variation latérale du poids généré par la colonne de roche épaissie sous la chaîne de montagne. Alors, voilà en 88, au moment où, personnellement, j'arrive dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si vous me reconnaissez. J'ai découvert la pomme, déjà. Et donc, mon expérience, c'est d'avoir commencé dans les migmatites, ici, par rapport à cette coupe, au cœur du dôme du Velay, en particulier en bordure. Et à l'époque, donc, les chercheurs qui travaillaient sur ce grand projet de cartographie mené par le BRGM discutaient de savoir où était la limite entre granit et schiste. Et sans mentir, la limite variait horizontalement d'à peu près une vingtaine de kilomètres, qui correspondent à peu près à la surface couverte par les migmatites, donc ces roches partiellement, qui sont passées par un état partiellement fondu, et dont personne ne voulait, ni dans les granites, ni dans les roches métamorphiques. Alors tout innocent et naïf étudiant de licence que j'étais, je me suis dit, tiens, là, il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, ni les uns ni les autres, il y a peut-être du travail à faire. Et donc, je m'y suis attelé, essayer de comprendre comment étudier la structure, la genèse de ces roches qui sont pleines de granit, mais qui contiennent plein de restes de la roche métamorphique. Et je me suis rendu compte que cette structure, ce litage, cette foliation était acquise pendant en présence de ce liquide silicaté, et le dôme du Velay étant un dôme qui fait à peu près un diamètre d'une centaine de kilomètres, ça correspond en fait à toute cette région-là. 100 km, c'est 3 fois l'épaisseur de la croûte, donc c'est forcément un processus d'échelle crustale et qui est associé à l'orogénèse. Et donc on a changé la coupe avec des écailles de socle et de couverture en une coupe qui traduit la genèse de ce niveau faiblement visqueux, partiellement fondu, à l'intérieur de la chaîne de montagne. Alors peut-être que le camembert commence à arriver jusqu'à... Ah, alors à l'époque, là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, il y a un copain là il y a un petit test, vous aurez droit à un morceau de camembert si vous le reconnaissez. Alors, je ne sais pas, c'est un peu sombre, mais bon, Michel Grégoire. Tant pis pour lui, hein, il n'est pas là, il avait qu'à être là. Bon, ensuite, donc, je me suis attelé à cette question dans la cordillère canadienne, avec la photo ici qui rappelle l'affiche de la conférence, et donc surtout donc, à partir de la synthèse des travaux expérimentaux et conceptuels sur les roches partiellement fondues, on se rend compte que à la transition entre des roches à 100%, à 0% de liquide jusqu'à 100% de liquide, il y a une chute catastrophique de la résistance des roches partiellement fondues et qu'on peut identifier sur le terrain comme étant associée à la perte de cohérence de la foliation ou du litage des roches métamorphiques qui vont passer à des roches qui sont dominées par la fraction granitique. Bon voilà, maintenant il est temps de faire un petit peu le point et donc faire l'inventaire des résultats relativement récents, des 20 dernières années ou 30 dernières années, auxquels on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc il y a d'abord la subduction continentale avec la genèse de roches de ultra haute pression, la fusion partielle, la genèse de roches de haute température dans la partie profonde des chaînes de montagne, et puis l'extension de la croûte orogénique, c'est-à-dire l'amincissement de la croûte qui a été préalablement épaissie. Et donc on va se poser la question de qu'est-ce qui contrôle la transition entre un géotherme faible et un géotherme fort? Qu'est-ce qui contrôle la transition entre épaississement et amincissement? Et qu'est-ce qui permet l'exhumation des roches métamorphiques qui ont été préalablement enfouies? Alors pour ça, il faut prendre en compte un bilan des forces qui correspond à des forces liées à la tectonique des plaques, la traction à la base de la plaque, la résistance de la plaque de la croûte continentale à se déformer, et puis les forces de flottabilité qui permettent donc la remontée de l'exhumation de zones de roches peu denses, et la force gravitaire donc, qui est liée aux variations latérales d'épaisseur de cette croûte préalablement épaissie. Il faut aussi prendre en compte l'évolution thermique, qui est ici exprimée par l'évolution de la température au cours du temps, avec un terme de production de chaleur, un terme de conduction de chaleur, donc
c'est le transfert de chaleur à travers la matière, et puis un terme d'advection qui est lié au déplacement de la matière, et donc le déplacement des isothermes avec la matière. Topographie des zones de convergence. Donc ça, c'est un exercice assez simple qu'on peut faire maintenant avec Google Earth, c'est faire des coupes à travers les différentes chaînes de montagnes. Et on se rend compte qu'il y a en gros des chaînes de montagnes qui ont des formes triangulaires, hein, avec un petit peu d'effort, on y arrive. Des chaînes de montagnes qui ont des formes de rectangles, des plateaux orogéniques. Alors c'est le cas de l'altiplano dans les Andes et du Tibet. Et puis il y a dans les zones de convergence des plaques aussi des bassins intermontagneux comme le Basilian Range, le bassin pannonien, la zone du domaine égéen. Donc il y a tout un nombre de zones de convergence qui sont marquées par des bassins intermontagneux, des zones qui ressemblent plutôt à des croûtes qui ont subi de l'extension plutôt que des chevauchements et de l'épaississement. Quand on regarde la topographie des prismes orogéniques, on se rend compte qu'il y a en gros une corrélation entre l'altitude et la largeur de la chaîne jusqu'à arriver à 4000-5000 mètres d'altitude. Et là, on arrive à peu près à un maximum. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui contrôle ce maximum dans l'épaisseur et l'altitude des chaînes de montagne? Et pour cela, donc, on va étudier ces différents exemples. Les Alpes occidentales qui correspondent à un prisme orogénique, une chaîne avec une forme de triangle. Le plateau du Tibet qui correspond à un plateau orogénique élevé, à 4000 mètres d'altitude. Et puis enfin, le domaine égéen qui correspond à une zone de bassin intermontagneux dans une zone de convergence. Et ces trois exemples sont dans la même zone de convergence entre l'Afrique et l'Eurasie, hein, depuis à peu près 80 millions d'années. Donc après avoir translaté vers l'Est en relation avec l'ouverture de l'Atlantique, l'Afrique a ensuite changé de direction et a migré relativement à l'Eurasie vers le nord. Et ça se traduit donc par la chaîne alpine qui est en gros orientée à peu près est-ouest, dans la direction perpendiculaire à la convergence. Mais quand on regarde dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une géométrie très complexe de la ceinture orogénique qui ne s'explique pas directement par la convergence. Alors les Alpes, formation d'un prisme orogénique. Alors la géométrie, on la connaît depuis longtemps, avec un décollement de la couverture par rapport au socle, couverture sédimentaire par rapport au socle, c'est la formation de la chaîne du Jura par exemple, puis ensuite des nappes de haute pression, basse température dans la zone interne, plusieurs sutures océaniques, et puis un bassin d'avant-pays qui recueille les produits d'érosion de la chaîne de montagne. Les travaux plus récents nous ont apporté une connaissance de la structure profonde des Alpes, avec les travaux ici de sismique réflexion, qui permettent de poursuivre les structures en profondeur. Dans la zone ici interne, c'est un peu compliqué, mais bon, on y arrive à peu près. Et surtout, ça permet de dire que au niveau des Alpes, il y a plutôt l'Eurasie qui passe sous l'Afrique. Plus récemment, avec la tomographie sismique, on arrive à aller un petit peu plus loin. Alors j'ai remis la coupe ici précédente à la même échelle, et on arrive à identifier une zone d'anomalie positive des propagations des ondes sismiques qui correspondent plutôt à un corps plutôt résistant et froid. Hein, ça, c'est les formules de propagation de vitesse des ondes sismiques. Et qui permet de dire qu'associé au plongement de la croûte, on a aussi un plongement de manteau lithosphérique relativement froid qui part en subduction sous les Alpes. Alors les roches métamorphiques, ici des schistes lustrés Monviso d'Oramera, qu'on trouve ici schistes lustrés Monviso d'Oramera, dans un espace pression-température, grâce aux équilibres minéraux, on arrive à reconstruire leur histoire, les minéraux se transformant au cours de l'évolution pression-température, leur histoire d'enfouissement, selon un gradient géothermique relativement faible. On a schistes lustrés ici Monviso d'Oramera, puis ensuite une histoire de décompression isotherme, puis un retour à la surface, où on peut les observer, avec plutôt un refroidissement quasi isobar. Si on ajoute le temps, grâce à la radiochronologie, on peut dater les minéraux qu'on situe dans les assemblages métamorphiques. Et là, on peut reconstruire l'histoire de refroidissement depuis des températures élevées qui correspondaient donc à l'enfouissement maximum jusqu'à la surface. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'ici, ces trois points différents, hein, d'Oramera, Monviso, schistes lustrés, se rencontrent jusqu'à la même profondeur, qui correspond à peu près à une profondeur de 5 à 10 km, autour de 30 millions d'années, puis ensuite font la fin du chemin ensemble.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus eu de mouvement différentiel entre ces unités. Depuis à peu près 30 millions d'années, elles sont remontées d'un bloc, alors qu'avant 30 millions d'années, elles ont eu leur histoire propre. Ça marche plus. Elles ont eu leur histoire propre avec des déplacements différentiels. Donc, qu'est-ce que ça traduit? D'abord, un enfouissement sous un faible géotherme, puis ensuite une exhumation rapide sans réchauffement. Dans le même temps, dans le bassin d'avant-pays, ça ne marche plus. Dans le bassin d'avant-pays, sont recueillis les sédiments qui apparaissent ici en orange et en jaune, qui sont issus de l'érosion de la chaîne de montagne. Et ce bassin d'avant-pays, donc il a tendance à progresser, vous voyez ici Nice, hein, la côte du sud de la France. Il progresse du sud vers le nord, et en progressant du sud vers le nord jusqu'à la position actuelle, qui est à peu près ici, la plaine mollassique suisse, il passe de sédiments qui sont d'abord des sédiments marins. Donc avant 35 millions d'années, les sédiments qui se déposent à la surface sont des sédiments marins. Et donc il n'y a pas de relief au niveau des Alpes. Et puis ensuite, des sédiments continentaux, brutalement, autour de 35 millions d'années, un apport de gros conglomérats, hein, des sédiments grossiers. Et si vous vous rappelez bien, 35 millions d'années, c'est une période où il y a le gros de l'exhumation des roches métamorphiques a déjà eu lieu, et c'est seulement à la fin de l'exhumation, correspond à peu près les derniers 5 à 10 km d'exhumation qui vont être associés au dépôt de sédiments continentaux, ça veut dire un soulèvement de la surface terrestre. Et donc il y a un certain diachronisme entre exhumation et érosion. Alors si on met ça dans un modèle maintenant géodynamique, on a une première période de convergence relativement rapide qui est accommodée par la subduction de l'océan, puis de la marge continentale sous la Pulie, donc la bordure de l'Afrique. Puis ensuite, ces unités qui ont été préalablement enfouies vont être exhumées depuis 35-30 millions d'années, enfin, depuis 75 millions d'années pour former d'abord le prisme ici en vert et en bleu, puis ensuite les unités profondes de continentale en rose. Et puis ensuite, donc, les derniers 5 km d'exhumation vont être associés donc, à la formation d'un relief et dépôt dans les bassins d'avant-pays. Donc on a, en résumé, formation d'un prisme orogénique haute pression, basse température, enfouissement, exhumation rapide, un peu d'érosion, et puis peut-être de la place fournie aussi par un retrait de la plaque plongeante. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. On passe maintenant au deuxième exemple. Le plateau du Tibet qui correspond au développement d'un plateau orogénique. Alors pour la structure profonde, Argan y avait mis aussi un petit peu son nez, et donc avait proposé une coupe qui représente le chevauchement de l'Asie sur l'Inde. Après, il y a eu plusieurs propositions sur la structure, soit un épaississement homogène de la lithosphère en verre, du manteau lithosphérique en verre sous le plateau du Tibet, ou plutôt une subduction du manteau lithosphérique sous le plateau du Tibet. En tout cas, ça correspond à une zone de croûte épaisse sur de grandes distances. La tomographie, alors, du fait de l'épaisseur de croûte, qui joue un peu le rôle de filtre, c'est un petit peu plus difficile d'identifier des zones bleues qui correspondraient donc aux anomalies positives de propagation de vitesse des ondes sismiques, et donc plutôt de la lithosphère. Bon, avec les yeux de la foi, on arrive à reconnaître une sorte de panneau plongeant ici. Donc là, l'échelle a un petit peu changé. On est passé à ici, vous voyez, 1200 km, 2800 km. Donc un panneau plongeant qui se recueillerait sur lui-même au niveau de... Alors c'est juste sous l'Himalaya, hein, juste à ce niveau-là. Ça marche? Non. Alors la géologie de cette région, c'est essentiellement la géologie de l'Himalaya. Parce que les géologues himalayens sont des alpinistes, hein, et ils ne vont pas trop sur le plateau du Tibet. Et ils s'y intéressent, on va dire, de façon très mesurée. Et ils s'intéressent surtout à essayer de... Enfin, ils sont en tout cas intéressés surtout à essayer de retrouver les roches qui sont allées le plus profond et qui ont été exhumées le plus vite. Et du coup, bon, on a une connaissance assez bonne de ce qui se passe ici au front, sur la chaîne himalayenne, mais après, la partie derrière, c'est un petit peu moins bien précisé. Alors, on y retrouve, donc ça, c'est à peu près les mêmes couleurs. Il y a eu un petit peu de... Enfin, c'est à peu près les mêmes couleurs. On y retrouve donc
un chevauchement au frontal qui correspond à celui-là, un bassin d'avant-pays qui est ici en blanc et qui recueille les produits d'érosion de la chaîne de montagne, une nappe cristalline, donc ça on n'a pas l'équivalent dans les Alpes, qui correspond à des roches métamorphiques plutôt de haute température et avec des migmatites et des leucogranites qui sont juste en dessous d'une structure qu'on n'a pas pu observer non plus dans les Alpes, qui correspond à une grande zone de détachement qui permet l'exhumation de cette nappe cristalline, qui est ici représentée en orange. Au-dessus, on trouve des sédiments de la Thétis, qui était l'océan qui séparait l'Inde de l'Eurasie avant fermeture, avant collision, et puis des nappes, ici, qu'on va voir juste après, qui sont juste au sud de la suture, et d'un gigantesque batholithe, qui est ici représenté comme ça, pour ne pas vraiment aller trop dans le détail. Alors dans ces nappes, ici on reconnaît des témoignages de métamorphisme de haute pression, voire ultra haute pression, basse température, donc qui traduit un enfouissement, puis une exhumation relativement rapide, avec des âges qui permettent de caler l'histoire. Maintenant, dans la nappe cristalline, on a des migmatites, avec donc, ces veines blanches qui correspondent à la production d'un liquide silicaté. Et au-dessus des migmatites, donc, des granites. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination, et on repère ces grosses masses blanches sur les flancs de montagne, et qui correspondent donc au liquide qui a été sans doute extrait de la zone partiellement fondue qui est sous-jacente. Extrait donc à travers un réseau de veines, de dikes et de cils. Alors ici, il doit y avoir un petit bonhomme quelque part. Ah, je ne vois plus, il doit être passé derrière le granite. Bon, en fait, l'échelle, c'est voilà, ça c'est la taille d'un homme. Alors cette zone de migmatite et de coranite a été intégrée comme étant associée à un réchauffement comme d'un fer à repasser, hein, des unités qui ont été chevauchées par d'autres et qui ont été réchauffées par l'unité sous-jacente. Et donc dans une vision très limitée à la chaîne himalayenne. Maintenant, si on va essayer de faire le lien avec ce qui se passe sous le plateau du Tibet. Et sous le plateau du Tibet, il y a eu une campagne dans la fin des années 90 de sismique profonde qui a permis d'identifier donc le détachement du sud Tibet, qui correspond à cette structure. Ici, ça c'est le chevauchement frontal. Et puis à l'arrière, donc alors, vous voyez l'échelle ici, c'est à peu près, ça c'est à peu près 60 km, si je me rappelle bien, oui, ça va être ça, 30, 60. Et donc ici, en rose, des réflecteurs sismiques qui permettent d'identifier des zones à forte réflectivité ici. Et puis, au sein de la zone la plus épaisse, sous le plateau du Tibet, donc au-delà de la suture et au-delà de l'Himalaya, au nord de l'Himalaya, une zone qui correspond donc, en sismique réfraction, cette fois-ci, à une zone à faible vitesse, faible vitesse de propagation des ondes sismiques. Et faible propagation des ondes sismiques, ça veut dire plutôt... Merci. Ça veut dire plutôt une zone à faible viscosité. Et les géophysiciens permettent de dire, enfin, identifient cette zone comme étant une zone riche en un fluide, fluide qu'ils ne peuvent pas identifier en première approche, qui peut être de l'eau, du CO2 ou du liquide silicaté. Alors c'est ce qu'avait proposé Doug Nelson, qui est maintenant décédé. Il avait proposé donc qu'il y avait une zone partiellement fondue sous le plateau du Tibet qui alimente des granites qui sont en train de se mettre en place, des magmas qui sont en train de se mettre en place à une quinzaine de kilomètres de profondeur qui correspondent à ces zones à forte effectivité. Et bon, moi, quand j'ai vu sa présentation en 94 ou 95, je suis tout de suite allé voir. Je dis, bah, moi, je sais, parce qu'il disait, bon, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est du liquide silicaté? Je dis, bah, moi, je travaille sur les zones racines qui sont à la surface. Ce sont des migmatites. Pour moi, c'est ces roches partiellement fondues, c'est pas de l'eau. Depuis sa mort, les géophysiciens ont repris un petit peu les interprétations et on propose plutôt une croûte riche en eau, bon, ce qui, à mon avis, n'est pas compatible avec les informations des géologues. Latéralement, l'atténuation des ondes sismiques permet de propager donc, cette zone qui a été identifiée sur un rift ici, permet de le propager latéralement jusque sous l'ensemble du plateau du Tibet, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc on aurait ici un niveau partiellement fondu à l'actuel,
Des migmatites et des granites qui correspondent à des roches qui sont passées par un état partiellement fondu, qui sont datées autour de 20 millions d'années. Il y en a une petite ici, zone exhumée, qui est datée autour de 10 millions d'années. Donc vous voyez, 20 millions d'années, 10 millions d'années, 0 millions d'années. On a une sorte de cœur de camembert ici qui flue latéralement et qui, au fur et à mesure qu'il flue, va passer son solidus. Et plus on est éloigné de la zone du solidus, plus c'est ancien, et plus on s'en approche, plus c'est récent. Alors ça permet de voir d'un autre œil les données de déplacement mesurées par les stations GPS, qui donc traduisent la convergence Inde-Asie, puis l'extrusion latérale proposée en son temps par Taponnier et Molnar, en leur temps, qui eux proposaient que c'était accommodé par ces grandes zones de cisaillement. Mais finalement, on a entre les deux, ici, une zone avec des vecteurs dont la norme est beaucoup plus faible. Ça traduit le fait qu'il y a en fait un déplacement vertical, d'abord, qui correspond à un épaississement, puis ensuite un réamincissement qui alimente le fluage latéral de cette croûte qui était préalablement épaissie, ramollie et qui flue latéralement. Alors pourquoi ça flue plus ici que là? Ici on a un continent avec une croûte qui est vieille et un petit peu plus résistante et qui a du mal à être dépassée par ce niveau faiblement visqueux. Ça crée une chaîne de montagne élevée, la chaîne ici du Longmen-Shan. Et puis par contre là on a une bordure libre vers laquelle s'échappe le niveau à faible viscosité. Voilà ici vu depuis l'est, avec l'Inde ici au sud, le plateau du Tibet, et donc ce fluage qui contournerait l'obstacle constitué par ce vieux continent. Dernière étape de notre voyage, le domaine égéen. Alors, vous voyez là, il a tout à fait une forme de camembert, qui est un bassin intermontagneux qui situe, qui en fait crée une rupture dans la chaîne de montagne, la chaîne alpine, avec ici les Hélénides, les Dinarides, les Hélénides, et les Taurides de l'autre côté, puis là, il n'y a plus de chaîne de montagne. Pourtant, on trouve à la surface les mêmes types de roches, avec des roches de haute pression, basse température, que j'ai représentées ici en bleu, depuis le Rhodope jusqu'à la crête, auxquelles se superpose un métamorphisme de haute température, ici en rouge, au cœur des îles des Cyclades. On trouve des chevauchements, une fosse au front, puis des chevauchements des nappes, mais on trouve aussi des failles qui sont dites normales, qui correspondent à l'effondrement, aux failles normales, qui accommodent l'amincissement de la croûte préalablement épaissie. On a aussi donc un magmatisme d'arc qui est actuellement actif ici avec l'île de Santorin au sud des Cyclades, et un arc actif qui est représenté ici en pointillé rouge. Cet arc magmatique était il y a à peu près il y a 20 millions d'années ici plutôt au nord des Cyclades, et ça on le reconnaît à travers l'analyse de roches magmatiques, et il y a 40 millions d'années était plutôt ici au nord du domaine égéen. Et la position de cet arc traduisant la fusion de la plaque plongeante à peu près une centaine de kilomètres, on reconnaît là que la plaque plongeante se retire et migre du nord vers le sud. Ce qui se traduit ici en tomographie sismique par une zone à faible vitesse de propagation des ondes sismiques, une anomalie rouge, qui est à l'aplomb de la plaque plongeante qui est ici identifiée par une anomalie positive. Et donc, cette plaque plongeante se retirerait avec le temps vers le sud. Donc on va voir maintenant comment ça se traduit dans les structures et les métamorphismes au cœur des Cyclades, donc sur l'île de Naxos, où il y a à peu près tout. Sur l'île de Naxos, donc on a une île qui fait à peu près 20 km par 40. On a une structure en pelure d'oignon, en dôme, avec des contacts qui sont concentriques, une série de marbres et de schistes qui sont représentés ici en marron et en bleu, qui entourent un dôme à cœur de migmatite, donc ces fameuses roches qui sont passées par l'état partiellement fondu, qui sont intrudées par un pluton de granodurite, qui vient ici donc pénétrer ces roches métamorphiques, et qui sont mises en contact avec la surface et des sédiments pas métamorphiques, qui sont représentés ici en jaune, le long d'une zone de détachement, une zone de faille, qui permet l'exhumation des roches qui étaient préalablement enfouies vers la surface.
Un métamorphisme de haute pression, basse température, donc comme dans les Alpes, ici préservé au sud de l'île. Métamorphisme de haute température qui vient se superposer au métamorphisme de haute pression à peu près 20 ou 30 millions d'années après. Et puis donc l'intrusion de granodurite à 11 millions d'années, et puis la zone de détachement avec les sédiments grossiers au-dessus, et puis à l'arrière, donc, les roches métamorphiques. La structure en dôme, un petit peu déversée, donc ça c'est une vue sud-nord, donc dans cette direction, avec un dôme qui est déversé et associé donc à l'activation de ce détachement qui correspond à une zone de faille top vers le nord. Dans les roches métamorphiques, on reconnaît, grâce au contraste de résistance à l'érosion des marbres et des schistes, on reconnaît des structures plissées et replissées, qu'on voit aussi donc, à l'échelle de l'affleurement, avec ici des niveaux de marbre qui sont plissés et replissés. Voilà, une première phase de pli P1, qui est ensuite repris dans une phase P2, le P2 étant lui-même repris dans une phase P3, de pli P3. Et donc tout ça, ça traduit la déformation qui est liée à l'enfouissement, avec des plis dans un sens, puis ensuite l'exhumation, des plis qui se superposent au P1, et puis ensuite les P3, bah, c'est ceux avec des plans axiaux qui sont faiblement pentés, et ça traduit plutôt un raccourcissement dominant vertical. Bon, ça on s'amuse, hein, on passe du temps à mesurer et à construire ces objets. Maintenant le dôme, le cœur du dôme. On a ici donc un dôme qui est souligné par les niveaux de marbre qui viennent un petit peu pénétrer dans le cœur du dôme, et surtout à l'intérieur du dôme, des sous-dômes, des structures en sous-dôme. Donc on peut aller mesurer l'orientation des plans de déformation dans les migmatites, et on repère ces sous-dômes qui ont une symétrie plutôt avec des axes verticaux, et donc qui est complètement déconnectée de la structure qui est enregistrée dans les marbres et les schistes, qui, elle, a traduit plutôt l'enfouissement et l'exhumation, puis ensuite un raccourcissement plutôt vertical, qui serait ensuite repris par les dômes à cœur de migmatite, de roches partiellement fondues. Au niveau du métamorphisme, on a d'abord un métamorphisme de haute pression, basse température, comme je l'ai dit, et ça on le repère grâce aux assemblages minéraux. Je voulais montrer un petit peu les méthodes sur lesquelles on s'appuie. Avec aussi, donc ensuite, on compare ces équilibres minéraux avec des résultats d'expérimentation en laboratoire, et on fait de la thermodynamique. Donc, première période d'enfouissement, puis ensuite on date les minéraux, certains minéraux qui sont associés à ces assemblages minéraux. Donc une première période d'enfouissement, puis d'exhumation avant réchauffement. Donc ça, c'est valable pour les unités qui sont relativement haut dans la pile structurale, c'est-à-dire qui n'ont pas été trop en profondeur. Puis ensuite, donc, les assemblages minéraux traduisent un enfouissement de plus en plus, enfin une augmentation de la température, pardon, qui va aller jusqu'à la fusion partielle et l'assemblage plagioclase-quartz qui correspond ici à ces veines de liquide silicaté qui ont ensuite cristallisé pour donner le quartz et le plagioclase. Et donc un passage de haute pression, basse température avec un gradient géothermique faible jusqu'à un gradient géothermique élevé, associé aussi à une décompression et donc à une exhumation de ces roches qui étaient préalablement enfouies. Ensuite, on peut dater grâce aux minéraux qui sont associés à ces paragénèses métamorphiques. Et ici, un exemple assez spectaculaire avec un zircon qui a été coupé à la moitié. Donc, on voit l'intérieur du zircon et ses zones. Et on date ici avec une sonde ionique. On fait un petit faisceau d'ions qui viennent échantillonner le zircon. Et on compte ces isotopes de l'uranium et du plomb, donc l'uranium se désintégrant en plomb, ce qui permet d'obtenir un âge pour la formation et le piégeage de l'uranium dans le zircon. Ici, on a un cœur à 247 millions d'années, correspond à peu près à l'âge de l'ouverture de la Tétis. Un âge autour de 70 millions d'années, donc qui correspond peut-être à l'enfouissement maximum avec le métamorphisme de haute pression, qui va se traduire par une recristallisation du zircon, et puis une surcroissance ici autour de 20 millions d'années, qui correspond sans doute à l'épisode de haute température.
Donc on a un zircon, ici on a toute l'histoire de la chaîne des élinides. Donc enfouissement, je l'ai dit, exhumation, puis relaxation thermique, fusion partielle, effondrement, retour à la surface. En vue en coupe, voilà ce que ça donne. Donc une première période d'enfouissement, exhumation sous un gradient géothermique faible, puis relaxation thermique, fusion partielle de la racine profonde que j'ai représentée ici avec des ellipses roses, augmentation de la température, et puis avec la plaque qui se retire, l'effondrement et l'exhumation de la partie profonde à haute température, partiellement fondue, jusqu'à la surface. Donc il est temps maintenant de faire la synthèse de l'ensemble. On a vu avec les Alpes un prisme orogénique relativement jeune et froid, avec donc une période d'enfouissement-exhumation, sans réchauffement. Le plateau du Tibet, à partir du moment où l'épaississement a été suffisant pour que la relaxation thermique en profondeur conduise à un échauffement suffisant pour fondre la racine, ça a sans doute stoppé l'épaississement de la croûte. Et on a un exemple de plateau continental qui se propage latéralement plutôt que de continuer à s'épaissir et s'élever. Puis ensuite, des exemples dans le domaine égéen de bassins intermontagneux avec l'effondrement qui permet l'exhumation de la partie profonde de la chaîne de montagne. Alors si maintenant on veut essayer de schématiser à outrance pour essayer de replacer ça dans un cycle, on a une première période donc, dans une zone de convergence de plaques qui va se traduire par l'épaississement de la croûte sous un gradient géothermique faible. Et à ce stade, on peut imaginer, dans des cas comme la Nouvelle-Zélande ou Taïwan par exemple, que l'érosion est suffisamment efficace pour redistribuer la matière qui est soulevée en lien avec l'épaississement, la redistribuer sur les côtés et atteindre une sorte d'état stationnaire, de régime stationnaire. Si ça n'est pas le cas, alors si il y a un changement des conditions cinématiques, c'est-à-dire du mouvement des plaques, soit un retrait, soit un arrêt de la convergence, à ce moment-là, il va y avoir effondrement, exhumation de roches qui n'ont pas subi donc, la relaxation thermique. Par contre, si l'érosion ne vient pas contrebalancer l'effet de l'épaississement, il y a un moment donné où l'épaississement est suffisant pour que la racine ait le temps de se réchauffer, elle va commencer à fondre, et au lieu de continuer à s'épaissir, la zone de croûte épaisse va se propager latéralement. C'est la formation d'un plateau continental orogénique. Alors ça m'a mis du temps à comprendre. Il faut quand même qu'il y ait à un moment donné un changement des conditions limites de la convergence pour que cette zone épaisse, même si elle est très molle, hein, le camembert, si je ne l'avais pas découpé, il ne se serait pas étalé. Hein, si la croûte était toujours contenue dans une sorte d'étau, il n'y a aucun moyen qu'elle s'étale. Et donc il faut qu'il y ait un changement des conditions limites, un retrait de la plaque ou un arrêt de la convergence pour que celle-ci puisse s'effondrer. Donc on répond à peu près à toutes nos questions. Transition géotherme faible et fort, relaxation thermique post-épaississement. Donc on change le gradient géothermique. Transition épaississement-amincissement, changement de la cinématique des plaques. Exhumation des roches métamorphiques. Érosion, oui, mais surtout extension. Et donc j'en termine avec mon camembert.